Bonsoir et bienvenue dans ce webinaire organisé par DxO Labs et qui ce soir est consacré à la préparation des images dans DxO Photolab avant transfert dans l'ANIC Collection. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord voir effectivement comment travailler sur les images, c'est-à-dire faire les traitements de base avec Photolab, et ensuite on prendra quelques exemples et on ira tranquillement se promener dans plusieurs programmes de la NIC Collection. Donc, ce sera un récapitulatif de tout ce qu'on aura couvert depuis avant l'été, depuis qu'on a commencé à faire ces deux webinaires par mois. Donc, on va revoir un petit peu le flux de travail, les outils, comment ils fonctionnent. Donc, ça va vous donner vraiment un aperçu général de ce qui est possible de faire avec DxO Photolab et l'ANIC Collection. Alors, pour ceux qui connaissent pas les programmes, j'aimerais simplement passer un tout petit peu de temps pour parler de DxO Photolab et de DxO, mais avant, évidemment, je vais me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je pense que je ne dois pas être forcément connu de tout le monde, donc je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur, traducteur et photographe indépendant. Je vis en Gironde, dans le Médoc, à Pauillac, très exactement, voilà, depuis quelques années maintenant. Et je collabore avec DxO, notamment parce que c'est moi qui rédige les guides utilisateurs de tous les logiciels, en fait, depuis maintenant quasiment 8 ou 9 ans. Donc, travail important, intense et qui me procure beaucoup de plaisir, qui me permet également de réviser les logiciels. Et donc, je vais vous présenter DxO Labs, qui est une entreprise française qui est basée près de Paris, à Boulogne-Billancourt, qui s'est d'abord fait connaître pour son expertise dans la correction optique logicielle et qui a ensuite commencé à sortir des logiciels photo, dont DxO Optics Pro, avant qu'ils ne deviennent Photolab, et qui est devenu une référence dans le monde du traitement de l'image et des fichiers RAW. Donc, DxO Photolab que vous voyez ici à l'écran dans son onglet Phototech qui permet de gérer vos contenus est tout simplement un logiciel dans lequel vous allez, comme on va le voir tout à l'heure, préparer vos fichiers RAW, c'est-à-dire que les fichiers bruts qui sortent de l'appareil photo ont forcément besoin d'un minimum de correction. Et le principe de fonctionnement de DxO Photolab, c'est d'appliquer des automatismes à l'ouverture des images dans le logiciel. Alors, quels sont ces réglages automatiques qui sont appliqués? Tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'autoréglage DxO standard qui va tout simplement corriger l'exposition, qui va également appliquer une réduction du bruit, ainsi qu'une protection des couleurs saturées. Alors ça, on peut le voir en passant dans l'onglet personnalisé, l'onglet qui regroupe en fait tous les outils de correction du logiciel. Vous voyez, je vais en haut à gauche, je clique sur personnaliser, et là, je peux voir un certain nombre de palettes d'outils à ma droite, et indiqué par les petits boutons bleus ici, par les petits interrupteurs bleus sur la version Mac et gris sur la version PC, tous les outils qui ont été appliqués automatiquement à l'ouverture de l'image dans le logiciel. Ensuite, on a une autre série de corrections qui sont appliquées automatiquement aux images. Ce sont celles des modules optiques DxO. Alors ces modules optiques DxO permettent de corriger le vignettage. Alors vous avez ici par exemple dans la vignette, on le voit en bas à gauche ici, un bel exemple de vignettage, c'est-à-dire l'assombrissement des bords de la photo. On a également une correction de l'aberration chromatique, c'est-à-dire des franges colorées qu'on trouve le long des contours qui sont exposés à un fort contraste, comme les branches d'arbres par exemple sur un fond de ciel très lumineux. Et on a également une correction de la distorsion, c'est-à-dire la déformation en coussinet ou en balayé, c'est-à-dire que les lignes droites dans vos images ont tendance à s'arrondir vers l'extérieur ou vers l'intérieur de l'image. Donc vers l'extérieur de l'image, c'est en balayé, c'est-à-dire que c'est à la forme d'un tonneau tout simplement, et vers l'intérieur de l'image, c'est l'image du coussinet, du coussin qu'on écrase sur lequel on s'assoit. Donc les droites sont
tordu vers l'intérieur de l'image. Donc, tous ces défauts optiques sont automatiquement corrigés, mais pour cela, il faut que les modules optiques soient installés et appliqués. Alors, les modules optiques DxO tiennent compte du couple boîtier-objectif, contrairement à d'autres logiciels où seul l'objectif est pris en compte. Ici, les laboratoires de DxO analysent tout simplement les appareils qui passent entre leurs mains et produisent des dizaines de milliers de modules optiques depuis des années maintenant. Donc on en est, je crois, plus de 65 ou 70 000 modules optiques actuellement. Donc à moins d'utiliser du matériel très exotique, il y a très peu de chances que votre matériel ne soit pas pris en compte. Alors, pour savoir si le module optique DxO est appliqué à vos images, eh bien, c'est très simple. Si vous regardez les vignettes en bas dans l'explorateur d'images, on voit en haut à droite un pictogramme qui représente un appareil photo avec le bouchon d'objectif vert, comme ça, une flèche vers le bas qui vous invite à télécharger. Alors, bien évidemment, ça exige d'avoir une connexion Internet, mais vous allez voir, c'est très rapide. Et en fait, ici, on a des images qui ont été faites avec plusieurs types d'appareils photo différents. Donc, comment est-ce que ça va être géré? Si vous allez dans les menus tout en haut et vous cliquez sur module optique DxO, comme ceci, vous allez avoir une commande qui s'appelle télécharger les modules optiques DxO manquants. Donc là, je vais cliquer dessus et là, on voit que les modules optiques détectés nécessaires pour le fonctionnement de logiciel, c'est pas seulement l'image ici qui a été sélectionnée, mais également tout ce qui est détecté dans la source. Et la source, ici, c'est un projet. Un projet, c'est tout simplement un album virtuel dans lequel j'ai placé des images. Et évidemment, si je change de projet ou si je passe dans un dossier, et s'il y a des appareils, enfin des images faites avec des appareils dont le module optique n'a pas encore été installé dans DxO Optics Pro, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher automatiquement. Alors, si le fait que cette fenêtre s'affiche automatiquement vous agace, vous avez une petite option ici, vous décochez tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'affichage automatique de la fenêtre. Et là, vous voyez, j'ai la liste de mes couples boîtier et objectif et je vais tout simplement cliquer sur télécharger, comme ceci. Alors, je vais tous les charger. Alors, ce qui est bien avec ce système, c'est que une fois que le téléchargement et l'installation ont été faits, il n'y a pas besoin de redémarrer le programme pour se mettre au travail. Les modules optiques en question sont automatiquement appliqués. Donc, on va juste lui laisser le temps de charger. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Ici, j'ai une connexion 4G pour l'instant, mais j'ai une vitesse descendante le soir qui est assez basse quand même, hein, vu que tout le monde est rentré à la maison à cette heure-ci quasiment. Mais vous pouvez constater en bas dans les vignettes que nos pictogrammes de téléchargement des modules optiques ont tous disparu, tout simplement parce que les modules optiques et les corrections associées ont été appliquées automatiquement à ces images. Et donc ça, évidemment, on ne le fait qu'une seule fois. Bien entendu, si vous changez d'appareil photo ou si vous achetez un nouvel objectif et que vous importez, ou plutôt que vous ouvrez l'image dans DxO Photolab, bien entendu, cette fenêtre va apparaître automatiquement et vous inviter à charger le module optique DxO si celui-ci est disponible. Parfois, il faut attendre un petit peu de temps que DxO puisse récupérer le matériel en question pour faire son profil. Donc voilà déjà pour ces corrections automatiques qui sont appliquées en premier. Donc je répète l'autoréglage par défaut DxO standard et également le module optique DxO associé à votre boîtier, à votre couple boîtier et objectif. Donc ça, pour ça, c'est très simple. Alors ensuite, ce qu'on va faire au niveau des images, eh bien, on va tout simplement commencer à les travailler et voir un petit peu tous les défauts qu'elle comporte. Alors dans cette première image qui a été faite avec un drone, vous voyez, donc la correction optique a été appliquée, et d'ailleurs je peux comparer avec l'original, vous voyez, je vais tout en haut, je clique sur le bouton comparer, comme ceci, on voit l'image avant et l'image après. Alors on voit bien que le vignettage a été bien corrigé, on voit également, on a l'impression que
que l'image pop un petit peu comme ça c'est tout simplement la correction de distorsion. Il y a toujours un peu de distorsion, quel que soit le type d'objectif utilisé. Et ainsi de suite, on passe dans les images et on regarde ce qu'on peut faire au niveau du traitement. Alors, à droite, vous avez outils disponibles pour intervenir sur l'exposition, notamment avec le Smart Lighting qui analyse le contenu de votre image pour vous proposer un réglage de tonalité pertinent, en fait des détails dans les hautes lumières, des détails dans les basses lumières et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de travailler avec les curseurs de tonalité sélective uniquement sur les tons les plus clairs de l'image ou les plus foncés, etc., etc. Vous pouvez également intervenir sur le contraste avec le micro-contraste pour renforcer les détails, mais ça c'est quelque chose qu'on va plutôt faire après dans la Nik collection, donc je passe rapidement dessus, l'accentuation des couleurs pour tout simplement rendre les photos un petit peu plus chatoyantes. Vous voyez ici je pousse les curseurs vibrance et saturation pour justement renforcer la vivacité des couleurs. On a également la réduction du bruit qui est appliquée de manière automatique, toujours en mode haute qualité. Et on a également les problèmes qui sont liés aux horizons penchés, au cadrage des images, etc. Donc on va déjà voir ces corrections de base. Alors pour recadrer, notamment, on va chercher une autre image. Et je vais prendre cette photo, comme ceci. Donc voilà, corrections qui ont été appliquées. Donc là, je vois que j'ai un horizon qui est légèrement penché et j'aimerais également recadrer parce que je trouve que le sujet est beaucoup trop centré. Alors, pourquoi recadrer dès le départ? Eh bien, tout simplement parce que personnellement, je trouve que c'est plus confortable de travailler avec une image qui a été redressée plutôt que de faire les corrections, se concentrer en permanence sur une image qui n'est pas d'équerre. Je trouve ça plutôt désagréable et moi, je vous conseille de recadrer, de redresser et de recadrer vos images. Alors, pour faire cela, c'est très simple. Vous allez tout en haut dans la barre d'outils supérieure. Vous cliquez d'abord sur horizon si jamais l'image est penchée, si votre sujet est penché, vous voyez, vous prenez la ligne de référence comme ça et vous la placez grosso modo sur ce qui correspond à la ligne d'horizon, vous relâchez. Vous pouvez prévisualiser la correction comme ceci en cliquant sur le bouton. Alors là, on a plutôt l'impression que ça penche dans l'autre sens. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de tricher un petit peu en déplaçant la ligne comme ceci. Vous voyez, je redresse un peu plus mon image en la basculant vers la droite. Et une fois que le travail est fait, je clique sur appliquer tout simplement. Alors ça reste entièrement réversible, hein, on est dans un flux de travail RAW. Vous voyez, je clique de nouveau sur l'outil horizon et on voit effectivement, on a toujours les portions d'image qui sont recadrées automatiquement. Alors si on parle de recadrage, eh bien on passe dans l'outil toujours dans la barre supérieure. Alors cet outil recadrage, on va également le retrouver ici dans la palette qui se trouve à droite, la palette outils essentiels, comme ceci, et qu'on va retrouver également dans la palette géométrie, vous voyez, horizon, recadrage. Donc on retrouve les outils un petit peu partout en fait, hein. Donc libre à vous de travailler avec la barre d'outils supérieure ou tout simplement de naviguer dans les différentes palettes. Donc on va recadrer cette photo pour en vue de la rendre plus équilibrée dans sa composition. Vous voyez, donc j'ai mon cadre de recadrage standard qui est affiché donc avec la règle des tiers. Et là, je suis en mode original. Vous pouvez voir ici, tout simplement parce que dans ce cas, en mode original, le recadrage va toujours respecter les proportions hauteur-largeur de l'image. Vous voyez, si je saisis le coin ici, vous voyez donc le format reste exactement le même et je peux déplacer mon cadre de recadrage dans l'image. Et vous voyez qu'il continue à tenir compte de mon redressement d'horizon. Voilà, moi, j'aimerais bien voir un petit peu plus d'eau comme ceci.
Alors évidemment, le fond perdu ici, il va se voir, donc il faut quand même faire attention. Voilà. Ou alors je peux opter pour un autre format, hein, pourquoi pas, mais dès que vous commencez à taper dans les formats un petit peu plus créatifs, entre guillemets, par contre, là, je vous conseille plutôt d'attendre la fin du traitement des images quand vous aurez fait toutes vos corrections ainsi que vos interventions de type créatif. À ce moment-là, vous sélectionnez un cadre, par exemple, en 16 neuvième aussi, qui va très bien à ce genre de photo, mais ça, vous le faites tout à la fin. Par contre, pour travailler de manière plus efficace et plus agréable, effectivement, je vous recommande toujours de redresser et de mettre vos images d'équerre dès le départ. Donc là, on va tout simplement réinitialiser notre cadrage. On va fermer et on va rester comme ça, juste avec l'horizon redressé. Alors, il y a une autre correction aussi qui est importante à faire avant d'envoyer les images à gauche, à droite, notamment dans la Nik Collection, c'est tout ce qui concerne la balance des blancs. Donc, si vous êtes dans un endroit avec un éclairage indéterminé, je vous conseille très fortement de vous procurer ce genre de charte, hein. Il en existe de nombreux modèles. Celle-ci a l'avantage de tenir dans la poche, hein. C'est la Color Checker Passport, donc pour pas la nommer. Donc du très très bon matériel, voilà, mais il y en a d'autres, hein, donc à vous de voir. Et le but, effectivement, ici, vous voyez, c'est de pouvoir compenser des dominantes de couleurs. Donc là, on voit que toute l'image est trop jaune, tout simplement parce que l'éclairage était peut-être de type tungstène ou que sais-je. En tout cas, l'appareil photo, la balance des blancs de l'appareil photo n'a pas su compenser ou n'était pas sur le bon réglage, peu importe. Et étant donné que vous êtes en RAW, eh bien, vous allez pouvoir évidemment rattraper ceci très facilement. Vous pouvez également le faire avec du JPEG, mais vous aurez une latitude de correction qui sera quand même plus restreinte. Hein. Donc, dans la mesure du possible, essayez de travailler en RAW. Alors, donc pour la balance des blancs, c'est très simple. Je vais dans ma palette outils essentiels. Vous trouverez aussi balance des blancs dans la palette couleurs, bien évidemment. Et là, je clique. Le plus simple, c'est de cliquer sur la pipette et vous passez dans l'image. Donc, on voit une petite pipette qui se promène. Et on a la possibilité, dans la barre qui s'affiche juste en dessous de l'image, d'ajuster le rayon, c'est-à-dire la taille de prélèvement de la pipette. On peut voir tout au bout de la pipette un petit cercle qui correspond au prélèvement. Ici, on est à 50 pixels. Et vous voyez, si je me remets aux alentours de 5 pixels, on le voit à peine. Hein. Donc, je vais faire un prélèvement plus large, comme ceci, et je vais aller chercher une zone neutre dans l'image. Alors là, ça tombe bien, j'ai ma charte de couleurs et je peux cliquer soit sur du blanc, soit sur du gris, pour équilibrer les couleurs de mon image. Alors, on va essayer sur la petite case blanche comme ceci. Voilà, donc mes couleurs sont compensées. Alors la marqueterie que vous voyez, c'est l'intérieur d'un Airbus privé, pas le mien, hein, je vous rassure, hein, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui peuvent se payer ça, c'est formidable. Et donc on retrouve des couleurs équilibré. Donc on voit ici que le blanc de la sangle est bien blanc, etc. J'aurais très bien pu cliquer sur le gris moyen ici, où on voit qu'il n'y a pas de grosses différences par rapport au blanc. Donc pensez à vous équiper de ce genre de matériel. Et si jamais vous avez oublié de l'emmener, une feuille de papier blanc, ça ira très bien, sauf que ça a tendance quand même à tirer un peu plus vers les bleus. Mais ça, après, vous pouvez le compenser très facilement avec les autres outils disponibles à droite. Donc toujours dans le cadre de la préparation de mes images, vous voyez, là, je vais prendre une scène réelle, par exemple. Alors, j'ai toujours ma balance des blancs qui est active. Et là, je vais essayer d'aller retrouver un éclairage plus naturel que cet éclairage tungstène. Donc, vous voyez, je cherche une zone de teint. Regardez ce qui se passe si je clique sur du rouge là derrière. Hein, vous voyez, donc évidemment, on va aller
dans les teintes froides, dans les bleus. Donc c'est pas bon. Là ici, dans le petit poster qui se trouve derrière, on va cliquer plutôt dans du jaune. Là, on voit que ça compense toujours dans du bleu, donc c'est pas bon. Donc il faut vraiment chercher une valeur neutre, hein, notamment si vous n'avez pas votre petite charte avec vous. Donc là, dans les bottes, ça va pas non plus. Par contre, on peut s'apercevoir que les deux personnes ici portent une écharpe blanche. Donc, on va aller cliquer dessus. Et là, vous voyez, on retrouve un éclairage qui est un petit peu plus naturel. On aurait pu cliquer derrière ici cette pancarte qui représente le Tanguy de Tanguy et la verdure. Vous voyez, il y a du blanc. Là, je clique ici entre les jambes. Alors, c'est un peu plus jaune. Donc, à vous de voir, hein. Le but également, c'est de ne pas compenser parfaitement une scène comme celle-ci. Il faut également conserver l'ambiance. Et là, je me rappelle de cette scène à l'époque, et effectivement, c'était très tôt le matin, c'était un petit peu jaune comme ça. Donc, je trouve ici que la correction me va très très bien. Autre chose qu'il faut également corriger euh, avant de se lancer dans du travail plus créatif, c'est le traitement du bruit, et DxO le fait très très bien. Regardez, là je vais cliquer sur cette photo et cette image. Alors je vais fermer quand même l'outil de balance des blancs. Cette image, pour info, elle a été faite donc vous pouvez voir ici à plus de 20 000 ASA. Vous voyez, si je zoome dans la photo, et on voit qu'il y a encore du grain, mais DxO Photolab fait quand même très bien son travail, parce que vous voyez, si je clique alors si j'arrive à atteindre le bouton comparer, comme ceci, voilà le bruit avant, euh, correction du bruit et après. Vous voyez, donc on a quand même une sacrée différence en termes de qualité d'image. Vous voyez ici, je vais comparer avant. Vous voyez tous les pixels colorés qu'on voit, ça c'est le bruit de couleur, et le grain c'est le bruit de luminance. Et là, par défaut, si on va dans la sous-palette réduction du bruit. Donc là, on est en mode standard, hein. Donc ce qu'on appelle le mode haute qualité, c'est le mode le plus rapide, c'est-à-dire que on essaye de traiter le bruit au plus vite sans toutefois sacrifier la qualité d'image. Mais il y a également un autre mode qui s'appelle Prime et qui, lui, va analyser en profondeur l'image. Alors par contre, Prime est tellement exigeant en termes de puissance de traitement et de calcul que vous ne pourrez pas avoir un rendu en temps réel. Ici, en direct dans la photo, vous ne pourrez voir cette correction que dans la petite fenêtre, ici dans la loupe qui se trouve dans la palette réduction du bruit et qui fait à peu près 250 pixels de large. Alors comment ça fonctionne? Regardez, je vais basculer sur Prime. Je vais revenir à une taille d'affichage normale, donc adaptée pour ma photo, et je retourne dans la palette, dans la sous-palette réduction du bruit, et je clique sur centre de la loupe comme ceci, et je vais aller me placer dans un endroit représentatif. Vous voyez le petit pavé ici, ça représente tout simplement la loupe que vous voyez ici à droite. Alors je vais me placer ici sur le canot comme ceci. La loupe se met à jour. Et là, on voit le résultat de la correction du bruit. Et si je clique dessus, vous voyez, ça c'est avant correction avec Prime et après correction. Alors Prime est très performant dans le sens où il arrive à préserver les détails tout en conservant également le plus fidèlement possible les couleurs. Donc c'est un système qui est très sophistiqué, mais qui ne s'adresse qu'aux fichiers RAW déjà, d'une part, et qui exige un temps de traitement plus long. Et en plus, pour le voir appliqué à l'image entière, il faut procéder à une exportation et éventuellement cette exportation, donc en TIFF ou en JPEG, la rapatrier dans DxO Photolab pour comparer avec l'original. Donc voilà pour, si vous voulez, les traitements de base qu'on peut faire
et qu'il faut faire avec ces fichiers RAW dans un logiciel comme DxO Photolab. Donc pour récapituler, on a une part automatique qui marche très très bien, donc à savoir l'application de l'autoréglage standard DxO standard justement. Vous avez la possibilité d'appliquer également des autoréglages personnalisés, hein, ceci dit en passant. Et ensuite, on a les modules optiques DxO qui vont se charger de corriger donc la distorsion, le vignetage, l'aberration chromatique. Et également, j'ai oublié de le préciser lorsque j'en ai parlé il y a quelques minutes déjà, il va également y avoir une optimisation du piqué de la netteté des images. C'est-à-dire que la netteté va être appliquée à l'image en tenant compte, si vous voulez, de la position des éléments des pixels de l'image. Au centre, une image est toujours beaucoup plus nette que sur les bords, hein. Ça, c'est le phénomène, un phénomène qui est lié aux objectifs, tout simplement, y compris les meilleurs. Et donc, DxO Photolab, lui, ce qu'il va faire, il va tenter d'homogénéiser la netteté partout dans l'image, et ça marche très bien. Ça profite aussi bien au matériel d'entrée de gamme qu'aux objectifs très haut de gamme, hein. Leica ou les gros téléobjectifs Canon, Nikon, qui sont très très piqués, bénéficient bien évidemment de cette technologie également, qui est également exclusive à DxO, donc la netteté de l'objectif. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ces corrections. Et maintenant, nous allons passer plutôt à la partie créative, c'est-à-dire l'échange avec Nik Collection. Alors, on va pas utiliser forcément les mêmes images pour passer dans la Nik Collection, hein. Je voulais simplement vous montrer à chaque fois des cas typiques. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec quelques exemples dans Silver FX Pro, dans Vivezza, dans Color FX Pro et également dans Analog FX Pro. Et je vais vous expliquer tout cela au fur et à mesure. Alors nous allons maintenant passer à la partie plus créative. Comme je le disais, je vais vous proposer qu'on fasse un petit peu de noir et blanc. Alors je vais aller chercher une autre image. Voilà, par exemple celle-ci, que j'ai déjà utilisée dans les webinaires avec vous. Vous vous rappelez les taches de poussière, enlever le poteau ici. Alors là, je vais tout simplement la nettoyer. Et après, je vais l'envoyer dans Silver FX Pro. Alors, pour les nettoyer, donc je vois qu'il y a des taches de poussière. Alors, si jamais vous avez du mal à voir les taches de poussière, parce que parfois elles sont viles, ces taches de poussière, elles se cachent comme ça dans les nuages, vous les voyez à peine, vous ne faites pas attention. Une petite astuce, vous activez tout simplement Clear View, donc qui permet de renforcer le contraste et le micro-contraste des images, tout simplement en restaurant les informations de noir qui sont pas supprimées, mais qui sont très atténuées par la brume et le voile atmosphérique. Donc là, on voit effectivement qu'on a plein de petites taches partout, des taches de capteurs. Donc pour les nettoyer, évidemment, ça fait partie de la préparation des images. On va tout simplement aller chercher l'outil réparation. Donc je retourne dans la barre qui se trouve tout en haut, je clique sur réparation. Et là, évidemment, je dispose d'un pinceau dont je vais pouvoir ajuster la taille, comme ceci. Vous voyez le cercle bleu. Je peux également jouer sur le contour progressif pour diffuser en fait les bords de la correction et également l'opacité pour rendre la correction plus ou moins transparente. Mais là, on va la laisser à 100%, pardon, et surtout, on va rester en mode réparé. En mode réparé, en fait, ce qui se passe, c'est que évidemment, on prélève une partie propre de l'image pour patcher la partie à nettoyer. Et pour cela, l'idéal, évidemment, c'est de tenir compte de la luminosité, du contraste et des couleurs de la zone à nettoyer. Donc, on reste en mode réparé, tandis qu'en mode dupliqué, on va aller chercher un autre endroit de l'image, mais on va tout simplement copier cet autre endroit de l'image par-dessus notre tache et notre poussière. Et là, par contre, la réparation risque de ne pas se fondre dans le reste de la photo. Alors, pensez à rester en mode réparé comme ceci. Je vais simplement ajuster la taille et je vais cliquer voilà là-haut. Je passe à l'autre tâche. Donc, vous voyez, je peux
Je peux également peindre une forme non circulaire, hein, ça pose aucun problème. Donc, notamment si mon pinceau est un peu trop petit, comme ceci. Donc, on voit qu'il va chercher des zones de correction un petit peu plus loin que je peux ajuster à la main, bien évidemment. Et là, la même chose ici. Et puis tiens, et puis ce petit hors-bord là, il me gêne. Alors, est-ce que je peux arriver à le supprimer? Alors, on va zoomer dans l'image. On va se placer ici. Je vais agrandir la taille de mon pinceau et je vais peindre par-dessus. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est quelque chose que j'ai montré aussi dans un autre webinaire. Donc, il va chercher une autre portion du bateau dont je peux ajuster le positionnement si jamais je constate un décalage. Donc, je vais monter un petit peu plus haut, comme ceci. Non, c'est peut-être un peu trop. Voilà. On va redescendre. Alors, si jamais vous vous loupez, vous recommencez, hein, vous effacez la correction et vous recommencez. Ensuite, allez, je vais aussi supprimer l'écume laissée par le petit rebord, comme ceci. Voilà, et maintenant, regardez, je vais revenir à l'affichage de la photo. Je vais désactiver la visibilité des masques, hein, et on voit que la réparation a été faite correctement. Je n'ai plus mes taches de poussière. Parfait, donc je clique sur fermer. Ensuite, je vais désactiver Clearview Plus parce que je voulais m'en servir uniquement pour voir les tâches. Donc, je clique sur le petit interrupteur et maintenant, je vais envoyer mon image dans Silver FX Pro E3. Maintenant, j'aimerais convertir cette image en noir et blanc dans Silver FX Pro. Alors pour cela, donc après avoir fait mes corrections, je clique sur le bouton Nik Collection. Ensuite, je clique sur Silver FX Pro 2 et éventuellement avant, je passe dans les réglages pour voir dans quel format je vais travailler. C'est-à-dire que pour conserver un flux de la qualité la plus élevée possible, je vais rester en TIFF comme ceci. Et pour le reste, je ne redimensionne pas l'image, évidemment, donc inutile. Et le profil ICC, en fait, c'est tout simplement l'espace de travail dans lequel se trouve l'image, que ce soit SRVB, Adobe 98, Profoto. En fait, ce que vous envoyez dans la Nik Collection revient tel quel de ce point de vue-là. Donc, inutile de changer ça, vous restez sur Original. Donc, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous cliquez sur le bouton du module souhaité. Alors, si l'image existe déjà, c'est-à-dire que si vous avez déjà créé une version de cette image, vous avez la possibilité soit d'utiliser des noms uniques pour créer plusieurs versions de la même photo, soit vous vous écrasez ou alors vous annulez l'export pour revenir dans Photolab. Alors là, on va rester sur écraser comme ceci. Donc l'image va s'ouvrir dans Silver FX Pro. Donc le temps de l'exporter, vous voyez, je clique sur la petite flèche ici, on voit l'exportation qui est en cours. Alors c'est un fichier qui est assez volumineux, 80 mégaoctets pour ce fichier RAW, donc ce qui est quand même assez important déjà. Donc l'image s'affiche dans SilverFX. Donc on a cette petite boîte de dialogue qui permet d'accéder à l'édition réversible non destructive des images dans la Nik Collection. Alors on va rester sur un flux simple. Et je vais décocher l'option ici en bas d'ailleurs. Donc par défaut, l'image s'affiche en noir et blanc avec un pré-réglage appelé neutre. Alors évidemment, vous pouvez passer à un autre réglage, un pré-réglage. Vous voyez, si je clique par exemple ici sur haute structure, comme ceci, on voit que l'aspect de l'image change évidemment, et bien évidemment, vous pouvez reprendre les corrections de ces pré-réglages à votre guise ici à droite. Mais là, j'aimerais faire le travail dans son intégralité. Donc, je retourne sur neutre comme ceci.
Et là, ce que j'aimerais, c'est rendre les nuages ici en haut plus denses, rendre le ciel sous le pont plus lumineux et donner un effet de structure, donc de renforcer les détails dans les flots. Alors pour ça, je vais tout simplement me servir des points de contrôle. Alors je vais à droite, je vais dans la section réglage sélectif, je clique sur point de contrôle comme ceci, je me place dans les nuages et je vais poser un premier point de contrôle et ensuite je vais ajuster le diamètre d'efficacité de ce point de contrôle comme ceci, et si j'appuie sur la touche Alt Option et que je place le pointeur de la souris sur la petite pastille orange, vous voyez, j'ai un petit plus qui s'affiche, ça me permet de dupliquer mon point de contrôle. Vous voyez, 2, 3, allez, on va en placer un petit peu partout, comme ceci. Alors le but du point de contrôle, ici, c'est d'agir sur une zone de l'image sans affecter le reste. Alors là, j'ai plusieurs points de contrôle avec les différents curseurs qu'on retrouve ici à droite dans le panneau réglages globaux, mais j'aimerais pouvoir appliquer ma correction partout dans l'image sans être obligé, enfin partout dans les nuages, sans être obligé à chaque fois de passer d'un point de contrôle à l'autre et d'ajuster à chaque fois les curseurs. Alors, on a la possibilité de chaîner les curseurs. Regardez, je prends le pointeur de ma souris, je me place ici complètement à gauche, vous voyez, je clique dans l'image et je trace, donc avec le bouton gauche de la souris enfoncé, un rectangle qui va englober tous les points de contrôle et je relâche la souris pour les chaîner. Vous voyez, je recommence, je pars de là et je trace, j'englobe tout, je relâche et là on voit tous les curseurs qui s'affichent. Et maintenant, si je prends l'un des curseurs luminosité, comme ici que je le réduis, vous voyez, ça agit partout dans l'image. Voilà, comme ceci. Donc je rends mon ciel bien sombre. Alors évidemment, j'ai la possibilité d'ajuster plus finement la position de mes points de contrôle. Vous noterez que ça n'affecte pas le reste de l'image. Maintenant, je veux éclaircir le ciel. Alors je clique à nouveau sur le bouton point de contrôle. Je clique à cet endroit de l'image. J'appuie sur la touche Alt Option. Vous voyez, et je déplace, je fais glisser mes points de contrôle pour les dupliquer. Voilà, comme ceci, et peut-être encore une fois ici à gauche. Pour les chaîner, même chose, je clique avec le bouton gauche de la souris, je maintiens le bouton de la souris enfoncé, j'englobe les points de contrôle avec le rectangle, je relâche, ils sont tous chaînés maintenant, j'augmente un petit peu leur diamètre comme ceci, et là je vais augmenter la luminosité pour rendre cette partie du ciel un petit peu plus éclatante comme ceci. Vous voyez que ça n'affecte pas les piliers du pont ni la partie supérieure de l'image. Même chose pour l'effet de structure dans l'image en bas, je clique sur point de contrôle et là je vais me placer dans l'eau à cet endroit comme ceci. Je vais ajuster le diamètre de mes points de contrôle. Et pareil, avec la touche Alt Option, vous voyez, en fait, c'est très rapide. Là, je vous explique en même temps, ça prend un petit peu de temps, évidemment. Mais regardez, voilà, comme ceci, on va se placer et on va en placer un autre ici. Pour les chaîner, même chose. Bouton gauche à la souris, on englobe tout. Vous voyez, donc ces points de contrôle sont actifs, mais pas les autres. Et ensuite, je vais prendre mon curseur structure et je vais augmenter, renforcer les détails dans l'eau. Et il y a également un curseur structure fine qui agit sur les détails encore plus fins. Vous voyez, donc là, je rends les flots un petit peu plus présents. Et une fois que ce travail est fait, eh bien, je clique sur enregistrer une fois que j'ai terminé et mon fichier TIFF avec les corrections va donc revenir dans DxO Photolab, comme on va le voir dans quelques secondes. Voilà, donc je vais aller chercher Photolab sur mon autre écran, comme ceci. Alors, pourquoi est-ce que je ne vois pas l'image qui revient de la Nik Collection? Tout simplement parce que là, je suis dans un projet, c'est-à-dire un dossier virtuel. Donc, il va falloir que j'aille voir mon image dans le dossier d'origine, le dossier réel physique de l'image. Je fais clic droit sur la vignette, comme ceci, et je vais chercher
afficher le dossier de l'image. Comme ça m'évite de passer par l'onglet Photothèque pour aller fouiller dans mon explorateur de sources. Et donc voilà mon image qui revient de SilverFX Pro. Toujours dans le même principe pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec la Nik Collection. Là, on a fait un peu de noir et blanc. Maintenant, on va faire un petit peu de couleur avec Vivezza. Je vais prendre cette photo. Et là, ce que j'aimerais, c'est renforcer un petit peu le bleu de mon ciel et les couleurs ici dans les flots. Alors évidemment, je pourrais le faire avec Photolab, mais je peux le faire également très très facilement avec Vivezza. Donc même chose, je clique sur Nik Collection. Les réglages, je sais que c'est du TIFF en respectant le profil de l'espace de travail donc de l'image d'origine, donc j'ai pas besoin d'y retourner, et je clique sur Vivezza 2. Alors Vivezza, c'est un module de la Nik Collection qui est un petit peu particulier dans le sens où il va surtout vous servir à ajuster la tonalité et les couleurs de manière sélective. Alors, pour l'instant, Photolab est en train d'exporter l'image, c'est-à-dire de créer mon fichier TIFF à partir de mon fichier RAW. Voilà, donc je vais juste mettre Vivezza en plein écran comme ceci, et je vais me placer en mode d'affichage normal et dézoomer. Voilà, comme cela. Alors évidemment, là, les réglages que vous voyez, les modes d'affichage, etc., ces réglages sont conservés d'une session à l'autre. Donc c'est pour ça que j'étais en mode avec la séparation de l'image en deux. Vous voyez, pour voir les effets avant, enfin l'application des effets après, avant-après, enfin une comparaison, pardon, avant-après correction de l'image. Et là, même chose, eh bien, pour renforcer mes couleurs, j'ai la possibilité de travailler soit de manière globale avec les curseurs qui se trouvent ici à droite. Donc vous voyez, je prends mon curseur saturation et là je renforce bien les bleus du ciel, mais peut-être un peu trop le bleu de la mer. Donc là je vais évidemment travailler avec un point de contrôle. Donc pour placer un point de contrôle, eh bien c'est très simple. Je vais Donc ici, on a la liste des points de contrôle pour gérer les points de contrôle. Pardon, je vais tout en haut, ajouter un point de contrôle. Et vous connaissez le principe. Maintenant, je clique à cet endroit-là du ciel et je vais peut-être également dupliquer les points de contrôle comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc touche Alt Option. Vous voyez là, ça marche dans tous les modules de la collection Nik. Voilà, je vais en placer un troisième ici, comme ceci. Et je vais les chaîner de la même façon. Bouton gauche de la souris, j'englobe. Et regardez, là, je vais prendre mon curseur saturation. Et donc là, je vais aller, oui, puisque mon point de contrôle est placé à droite, donc le curseur est déplacé vers la gauche. Donc là, je renforce mon bleu du ciel sans altérer la mer, ici la couleur de la mer. Donc là, j'arrive à bien agir de manière sélective. Et par exemple, si là aussi je veux renforcer la structure des flots, eh bien j'ajoute des points de contrôle dans mes flots. Alors ici, je vais juste prendre un point de contrôle plus global que je vais placer ici, et je vais peut-être agrandir de sorte que ça couvre une partie de l'image. On va faire un essai, tout simplement. On va voir où est-ce que ça agit également. Et là, je vais prendre mon curseur structure, comme ceci, et je vais renforcer la structure des flots. Alors je vais aller à fond, vous voyez, donc les détails qui montent, et ça n'affecte quasiment pas le reste de l'image. Vous voyez, si je passe de moins 100% à plus 100%, on voit que ça affecte très peu la barge que vous pouvez voir ici. Alors évidemment, ça va forcément un petit peu affecter la partie basse parce que elle reflète tout simplement les teintes de l'océan. Donc voilà une autre manière simple de traiter une image rapidement avec les points de contrôle dans Vivezza. Donc je peux cliquer sur enregistrer et on va voir maintenant un autre exemple avec
Color FX Pro qui lui permet d'appliquer des filtres, de travailler les couleurs de votre image. Alors je vais revenir dans Photolab. Donc là, comme je suis toujours dans le dossier, eh bien on peut voir mon image qui revient de la Nik Collection, comparée ici à l'original, qui est un petit peu plus plate, un petit peu plus terne. Donc voilà une manière aussi efficace et rapide de travailler. Vous n'avez pas besoin forcément d'un fichier RAW pour effectuer ce genre de correction ou de travail plus créatif. Hein. On n'a pas besoin des données du fichier RAW. Et je le rappelle encore une fois, en TIFF 16 bits, vous êtes dans un flux quand même de qualité très élevé. Donc maintenant, je n'ai pas voulu rajouter de Clear View parce que vous voyez, ça donne une pêche particulière à l'image. Donc là, je reste vraiment très soft au niveau de mes corrections. Je reste quasiment sur les automatismes de base proposés par Photolab. Et donc ici, je vais essayer de trouver un effet qui me plaît dans la Nik Collection, donc notamment dans Color FX Pro. Alors, on repasse par les réglages si vous voulez, on est toujours en TIFF 16 bits, ça c'est bon. Et je clique sur Color FX Pro, comme ceci. Donc, exportation de l'image toujours, hein, c'est-à-dire génération d'un fichier TIFF à partir de comment ça s'appelle de mon fichier RAW, voilà. Donc ColorFX va s'afficher et afficher l'image. J'attends juste, voilà. Donc on a toujours cette boîte de dialogue dont on peut supprimer l'affichage hein, également de cette manière. On l'a assez vu pour ce soir. Et là, j'aimerais, alors j'avais repéré un filtre qui me plaît beaucoup, c'est le Bleach Bypass. En fait, c'est tout simplement comme si on passait la photo à l'eau de Javel. Alors, vous avez la bibliothèque de filtres. Alors, on va pas la voir en détail parce qu'il y a tellement de possibilités. On peut tout combiner. Quand vous sélectionnez un filtre, en fait, vous avez les outils correspondants qui s'affichent à droite. Donc là, je vais dans Bleach Bypass et quand je place le pointeur de la souris dessus, j'ai des petites vignettes qui s'affichent ici. Quand je clique dessus, surprise, j'ai plusieurs versions du même effet. Et celui que j'aimais bien, c'est détail accru. Donc celui-ci, je clique tout simplement dessus. On voit l'image qui est convertie avec les réglages de ce filtre. Donc on peut voir, vous voyez, l'image avant à gauche et l'image après ici à droite. On peut également afficher de cette manière-là. Hein. On peut basculer les images à sa guise. Pareil, la ligne rouge, on peut la basculer horizontalement et on peut la déplacer ici vers le haut, vers le bas ou vers la gauche ou vers la droite, peu importe. Donc voilà pour l'application de cet effet. Et moi, je suis assez content de ce qu'on me propose ici. Je n'ai pas besoin d'utiliser de point de contrôle pour aller faire chercher quelque chose éventuellement. Ah si, effectivement, ça me vient tout de suite à l'esprit. Regardez cette veste rouge là ici. Vous ne trouvez pas que ça gêne un peu par rapport à l'image? Alors bien sûr, on a des couleurs, on a un petit peu de vert, de jaune devant, mais c'est pas gênant. On a le pull, l'écharpe violette ici, mais c'est pas gênant. Tandis que le rouge ici est un petit peu embêtant. Eh bien, pas de problème. Les points de contrôle vont venir à ma rescousse. Donc, je clique sur ajouter un point de contrôle comme ceci et je vais me placer ici sur la manche. Alors, pourquoi est-ce que l'aspect de l'image change? En fait, regardez. Donc là, j'ai mon point de contrôle qui est appliqué et l'opacité était réglée à 0. Alors faites attention à ce genre de piège, vous voyez,
là, l'opacité est à 0, donc je ne vois pas l'effet du filtre détail accru. Et donc, pour retrouver ça, donc voilà, petite astuce, hop, voilà, on pourrait presque croire que c'est improvisé. Eh bien non, pas du tout, c'est fait exprès. Voilà, pour vous l'expliquer. Donc, si vous ne voyez pas votre correction parce que vous sélectionnez un point de contrôle, pensez à vérifier le curseur opacité. Alors, là, je vais ajuster le diamètre sur la veste de la personne. Et là, j'ai un curseur opacité et rien d'autre. Alors, comment faire pour atténuer cette couleur rouge? Regardez, je vais prendre mon curseur saturation, d'accord? Et regardez ce qui se passe. Vous voyez, petit à petit, la couleur de la veste rouge diminue. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, ça a une influence également sur le cheval. Et comment faire pour qu'il n'y ait pas d'influence? Alors, ce que je peux faire, c'est réduire encore plus le diamètre du point de contrôle, comme ceci. C'est vrai que je pourrais le déplacer et le dupliquer. Regardez, je prends mon curseur opacité, donc là je peux revenir, vous voyez, je peux revenir en arrière avec le curseur opacité, mais on va le laisser à 100%. Et pour pas que ça agisse sur le cheval, eh bien on peut poser un point de contrôle négatif. Regardez, je vais ici à droite, je clique sur ajouter un point de contrôle réglé avec opacité sur 0, je le place sur mon cheval. Et regardez, il retrouve toute sa couleur, mais ça ne correspond pas à mon filtre au départ. Et pour retrouver donc la teinte du cheval telle que le filtre me propose et sans que ça affecte la veste rouge, j'agis encore une fois sur le curseur opacité comme ceci. Et maintenant, regardez, maintenant je retourne à ma veste rouge, j'augmente le diamètre d'efficacité du point de contrôle qui est sur la veste rouge. Et là, je réduis l'opacité. Mais cette fois, regardez, je ne change absolument pas la couleur du cheval. Vous voyez? Donc, vous avez vraiment une précision inouïe avec les outils qui sont proposés par la NIC Collection. Alors, évidemment, les points de contrôle, vous les trouvez dans DxO Photolab également, mais ce qui est intéressant avec la collection NIC, c'est que vous pouvez utiliser ces points de contrôle pour un travail qui met en œuvre des filtres créatifs, ce qui n'est pas le cas de DxO Photolab qui lui propose des points de contrôle qui agissent plutôt sur les corrections, sur le traitement de base de vos fichiers RAW, c'est-à-dire le développement de vos fichiers RAW. Donc ça, c'est la nuance à faire entre les points de contrôle dans Photolab et les points de contrôle dans la collection unique. Alors je vais cliquer sur enregistrer. Et dernière chose quand même que j'aimerais vous montrer, c'est pour finir, c'est Analog FX Pro. Alors je reviens dans DxO Photolab et je vais chercher une autre image. Alors évidemment, mon fichier TIFF revient de la NIC Collection. Alors la vignette n'est pas encore à jour, parfois ça peut prendre quelques secondes. On va aller chercher une autre photo. Voilà, celle-ci, et je vais l'envoyer cette fois dans Analog FX Pro qui permet de simuler. Alors je vais écraser, voilà, qui permet de simuler le rendu d'appareil photo ancien. Donc juste le temps d'exporter. Alors on a largement dépassé l'heure à cause du temps que ça a pris avec SilverFX Pro auparavant. Donc voilà Analog FX Pro. Donc on a toujours cette boîte de dialogue qui apparaît, toujours le même principe, on a tout un tas de filtres qui sont proposés, mais il y a des choses plus intéressantes ici en cliquant sur appareil photo classique, et là vous voyez, vous avez un tas de différents types d'appareils photo avec leur rendu particulier, plus la possibilité d'utiliser des outils
donc distorsion de l'objectif pour générer du bokeh, pour ajouter du flou directionnel, pour faire des doubles expositions, des fuites de lumière. Vous voyez, les possibilités sont infinies. Alors moi, je voulais juste vous montrer une petite chose que vous pouvez faire en explorant tous ces modules de la Nik Collection. Justement, c'est l'exploration, c'est l'étude des images et des effets. Alors donc, je clique sur En Vogue et là, j'avais vu quelque chose qui m'interpellait. Donc je fais défiler la liste des corrections proposées. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Donc on a des noms particuliers. Voilà, donc on a une plaque comme ça, simulation d'une plaque. Alors les textures sont en cours de chargement et vont être appliquées à l'image. Voilà, donc là, vous avez tout un tas d'effets qui ont été appliqués et vous pouvez voir à droite que vous avez des outils correspondant à tous ces effets qui ont été appliqués à l'image. Après, pour apprendre, l'idéal, c'est tout simplement d'explorer ces différents outils et voir comment ils interagissent. Alors ici, par exemple, on a un effet de bokeh. Hein, et si je désactive le panneau bokeh, donc là on voit quasiment rien, tout simplement parce qu'il est très discret, puis il est noyé dans les autres effets. Mais regardez la complexité des outils qui vous permettent de positionner votre bokeh où vous le voulez, de l'élargir, de le rendre plus étroit dans tous les sens, de le basculer. Les possibilités sont vraiment énormes. Donc là, on a le bokeh. Qu'est-ce qu'on peut voir également? A priori, on a des saletés et des rayures. Regardez, on a cette pastille qui apparaît. Regardez, je la déplace dans l'image pour poser des tâches. Par exemple, je pense sélectionner d'autres, comme celle-ci. Vous voyez, donc ces tâches se rajoutent et je peux les déplacer dans l'image à ma guise. Et si je retourne à droite, vous voyez dans le menu poussière et peluche, on a également la possibilité de chercher des rayures, soit de les ajouter, soit de juste de mettre des rayures et pas de tâches. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Alors je vais retourner dans poussière et peluche comme ceci, et j'ai le curseur intensité qui me permet également de moduler l'effet. Vous voyez, vous avez une souplesse invraisemblable de traitement et je vous invite vraiment, je vous encourage vraiment à explorer tout ceci, de sélectionner un paramètre, un pré-réglage ici à gauche et d'étudier tout simplement la manière dont il a été conçu. Là, vous avez plaque photographique, on peut changer de type de plaque. Alors, ce sont des plaques dites rouillées. Vous voyez, l'aspect de l'image change complètement. Et là aussi, l'intérêt du flux de travail réversible, c'est de pouvoir créer plusieurs versions de la même image, mais en conservant toujours la même photo, c'est-à-dire sans multiplier les fichiers TIFF, ce qui finit toujours par prendre beaucoup de place sur le disque dur. Donc là, on voit ici vignotage de l'objectif. Regardez, si je le désactive, on voit un léger effet de vignotage, d'assombrissement, etc., etc. Donc voilà un petit aperçu des possibilités énormes de travail avec DxO Photolab pour la partie traitement de base, développement de vos images, et la partie plus créative avec la Nik Collection. Donc voilà pour cette présentation de ce soir. Donc je vous rappelle que la Nik Collection et DxO Photolab, si vous ne les connaissez pas, sont disponibles en version d'essai pendant 30 jours. Il y a de manière assez récurrente également des promotions sur ces produits, donc n'hésitez pas à rendre visite au site de la DxO, du site de DxO, pardon. Et j'aimerais également vous rappeler que le prochain webinaire aura lieu le 15 octobre et là on étudiera plus particulièrement le flux réversible, cette fois avec Photoshop et Lightroom, donc le flux réversible avec la Nik Collection. On verra la différence de fonctionnement entre Photoshop et Lightroom
et on verra également qu'on peut combiner les deux pour aller encore plus loin. Et je vous invite également à réserver absolument votre 28 octobre, donc pour une surprise. Hein, je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, mais ce sera une date très importante où j'aurai le plaisir de vous présenter quelque chose de nouveau, mais je ne vous ai rien dit. Donc voilà pour ce webinaire ce soir. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.